Je suis ravi de te recevoir dans ce numéro, Julien Cottet. C'est une longue histoire qu'on a ensemble, une histoire interrompue par les années puisqu'on ne s'est pas vu pendant un moment. Mais aujourd'hui, tu es président du Conseil de l'Ordre de l'Eure-et-Loir. Je ne suis plus. Tu ne l'es plus? Ah, c'était 2021 jusqu'à quand? C'était quand la fin? Décembre. Depuis décembre, bravo, c'est récent. Donc, tu es l'ancien président du Conseil de l'Ordre de l'Eure-et-Loir. Tu es médecin allergologue à Chartres. Tu es président de ta fédération de judo dans le département. Ouais. Tu es vice-président au niveau national, c'est ça? Ouais. Tu es aussi fondateur et PDG d'une start-up. C'est une start-up? Oui, c'est une start-up. Qui s'appelle? Drago. Drago. Et qui fait quoi? Qui fait quoi? Drago, ça veut dire dispositif de rappel et d'amélioration de gestion de l'observance. Okay. Donc c'est pour augmenter l'observance thérapeutique des patients qui sont en cours de désensibilisation. Ok. Donc c'est du gaming, c'est du serious gaming sur une appli pour les allergiques. Il y a des postes que j'ai oubliés là, il y a des responsabilités que j'ai. Vice-président de la Société française Allergo. Vice-président, voilà. Et tu m'as parlé du CNP aussi, mais que tu as lâché récemment. J'ai lâché. On est peu nombreux dans ces spécialités-là, donc forcément, quand on commence à mettre le doigt dans l'associatif et dans la représentation, on se retrouve à faire beaucoup de choses parce qu'on n'est que 800 allergos en France. Ouais. Donc sur le petit pool de gens qui veulent ou contents de donner et se dévouer, pas dire que les autres font rien, mais voilà. Tu te retrouves à faire le CNP, la société savante, le syndicat, etc. Puis tu fais un peu tout, mais c'est pareil pour tous. J'ai lancé un grand CV. T'es le 4e invité que je reçois dans le podcast. Les gens vont avoir l'impression que je reçois que des hyperactifs. T'as l'impression que t'es un hyperactif? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Ouais. Et je pense pas du tout. En fait, je pense qu'on est plein à faire ça. On est plein à avoir plein de postes. Après, on le médiatise pas forcément et on n'en parle pas forcément, mais en fait, la France regorge de gens qui ne font pas que leur métier. Et je dirais plutôt que je suis hyper passionné. Ok. Tu vois. Okay. Et pas hyper actif. Hyper passionné, oui. Passionné, c'est un bon terme. Hyper passionné. Ouais. Quand je me mets dans quelque chose, paf, ça me passionne et je me lance. Okay. Hyper actif. Je trouve que c'est un terme qui est assez péjoratif quand on dit hyper actif. Donc il me gêne un petit peu. Okay. Il y a toujours une consonance un peu. C'est un hyperactif. Moi, je dirais plutôt hyper passionné. Okay. Et surtout, pas se voir comme une exception, mais en fait, on est beaucoup. Alors, on est beaucoup, mais pas toujours en première ligne. C'est-à-dire quand même, il y a toujours des présidents ou vice-présidents, des postes exposés. Je disais qu'on s'était connus il y a longtemps, mais on s'est connus à l'époque où on était tous les deux dans un bureau de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine. Bureau 2006-2007. Exactement, de Virginie Prade. Ça remonte un petit peu. Et donc, tu étais déjà vice-président. Tu étais déjà en première ligne, en plus. Tu étais un peu beaucoup de combats et on te voyait. Donc, est-ce que c'est ça qui relie un petit peu tous tes... Est-ce que déjà, tu as ce goût de la première ligne? Et qu'est-ce qui relie, ma deuxième question, c'est plutôt qu'est-ce qui relie le judo, le conseil de l'ordre, l'investissement au sein de la spécialité? Alors, ça a évolué parce que tu vois, quand on était ensemble et qu'on a commencé notre carrière associative, parce que c'était le tout début, la NEMF. Ouais. Donc, c'est il y a 20 ans. Ouais. Je vais dire, c'était pas les mêmes raisons, les mêmes motivations. Au début, je pense que c'était un peu une envie de faire autre chose que les études, parce qu'on est dans un espèce de carcan où, tu sais, les études médicales, en fait, on fait que de la médecine, une espèce de tunnel où on voit personne d'autre. Ouais. Et j'avais ce besoin de faire autre chose qu'être dans les bouquins. Et j'avais envie de me dire, bon, je fais partie de quelque chose. J'ai envie de faire partie de quelque chose. Et en fait, c'était faire partie de la corpo, faire partie de la NEMF et être dans une équipe et faire quelque chose, être dans l'action. Parce que j'étais en train de subir mes études, mon apprentissage, mes stages, et j'avais besoin d'autre chose. Après, j'ai monté une association quand je suis devenu interne, donc dans mon département, qui s'appelle Jeunes médecins du 28, pour lutter contre la désertification médicale. Et puis un site internet qui s'appelle Soigner dans le 28, etc., des plateformes. Et le Conseil de l'Ordre qui est arrivé, qui était la suite, en fait. Et là, j'étais plus dans l'ego. Ok. Donc, il y a eu une partie très égo où... en fait, tu dis les postes de président, etc. Mais en fait, je pense que quand on est président, à un moment de notre vie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a de l'ego et parce qu'on a envie d'être président. Et parfois, quand je me plaignais, les gens me disaient, mais attends, Julien, tu l'as voulu, tu t'es présenté. Je me disais, ils ont raison, en fait. Est-ce que c'est vrai. Donc, c'était une partie d'ego. Mais toujours cette envie d'être dans l'action. Parce que tu vois, que ça soit l'association que j'ai montée ou que ça soit l'ordre, c'était pour faire des choses pour les autres et pour moi. Et maintenant, en fait, j'ai subitement perdu mon ego depuis 2 ans. Et en fait, je me mets plus en retrait, donc j'interviens plus trop dans les médias, sauf pour la médecine où je passe un petit peu dans les médias et dans les mainstream. Mais sinon, le judo, je fais, mais je me mets en retrait et je
j'organise, etc. Et j'ai perdu cet ego. J'ai plus besoin de me montrer comme avant. J'ai plus besoin de me voir. Mais alors, ce qui relie tout, c'est toujours faire partie d'une équipe. C'est l'équipe. Partie de quelque chose. Faire partie d'une équipe. Ouais, et puis, collectif. Ouais. Collectif. Et puis, me dire, quand je me retourne, ce qu'on a fait, ça, c'était bien, ça. Tu vois, cette satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. Et après, par contre, t'as mis ton ego au service de ça. Voilà, c'était une fois par ennui, on va dire, quand j'étais au tout début, après par ego. Et maintenant, c'est plus par expérience. Alors, je suis jeune ou pas jeune, je sais pas, un quarantenaire. Ça dépend. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit d'un quarantenaire en France à l'heure actuelle? Mais maintenant, je me dis, j'ai amagasiné tout ça, je peux donner mon temps et j'ai plus besoin de me. Voilà, j'ai plus besoin. Moi, demain, tu me dis, au final, tu seras pas président, tu seras chargé de mission ou quoi, je te dirais, oui, c'est pas grave. Et donc, c'est cet ego qui t'a ramené à la présidence du conseil du département. Est-ce que tu as l'impression que cet ego, il a servi au collectif ou pas? Déjà, pour que les gens situent un petit peu, tu as été très offensif contre le Conseil national de l'Ordre des médecins, avec l'énergie qui te caractérise. Et je disais que j'avais retrouvé des mails très anciens de toi où tu avais déjà ce côté un petit peu je vais au combat et peu importe les conséquences. Est-ce que tu as l'impression que cet ego, cette énergie et cette envie de faire partie d'une équipe, là en l'occurrence c'est le conseil départemental, est-ce que ça a servi ton bilan de ces années au conseil départemental? T'en tires quoi? Est-ce que tu as l'impression que c'était utile à tous? Je pense que c'est une des plus grandes aventures que j'ai vécues avec la SFA. Ouais. Et je pense sincèrement que moi, je suis hyper fier de mon bilan. Ouais. Dire, je suis rentré à l'ordre parce que j'en avais marre d'entendre « mais que fait l'ordre ?» Dire, quel que soit le département, tu entends tout le temps des médecins qui disent, quand ils voient quelque chose, par exemple, ils voient un médecin déviant, des confrères, on en a plein des déviants, qui font n'importe quoi, qui se fait pas arrêter, des patients qui se plaignent, etc., des structures qui font n'importe quoi, et tu entends tout le temps « mais que fait l'ordre, mais que fait l'ordre ?» Et c'est une vraie question. Que fait l'ordre? C'est injuste comme question ou c'est une vraie question? C'est vrai, c'est une vraie question, mais ils ont raison. Et moi, ça m'insupportait dans mon département de voir des choses qui n'allaient pas et d'entendre les gens dire que fait l'ordre. Je dis, moi, je vais y aller et on ne dira plus que fait l'ordre. Je vais faire. Donc, j'ai tapé dans la fourmilière, j'ai monté une équipe et donc je suis rentré dans l'art de tout le monde, de l'ARS, des présidents de communautés d'agglomération qu'on appelle maintenant les EPCI, dans l'art de la préfète, etc. Et j'ai bousculé. Je suis un petit peu sorti quand même avec mon équipe de notre champ de compétences. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a faites ou dites qui n'étaient pas forcément ordinales et qui étaient un petit peu du syndicat, c'est vrai. Ça, si j'avais un mea culpa à faire, c'est ça. Mais j'estime que dans un désert médical comme il est en Eure-et-Loire, si on n'avait pas fait ce qu'on avait fait sur ma mandature pendant les 4 ans, le bilan là, il serait catastrophique. Okay. Il fallait qu'on monte au créneau, il fallait qu'on mette le bazar qu'on a mis, et aussi restructurer en interne, parce que l'ordre, en fait, c'est une vieille machine. Personne ne sait ce que fait l'ordre. Tu cotises. Non, mais tu sais absolument pas à quoi ça sert. Tu te dis, il m'emmerde pour des papiers. C'était impossible de passer du département au national ou pas après? Là, moi, je suis cramé pour 10 générations. Mon fils, mon petit-fils ne sera pas au conseil de l'ordre. Je ne peux plus foutre un pied nulle part. C'est impossible. J'aurais aimé. Parce que je pense que c'est une institution qui est hyper pertinente et surtout qui est. On ne peut pas s'en défaire. Je veux dire, la profession a besoin de l'ordre. Sauf qu'elle est vieillissante. Je ne parle pas des gens qui la gouvernent quand je dis vieillissant. Je dis qu'elle est vieillissante dans ses textes, dans ses process, et que un médecin qui fait une faute grave, qui a le droit de faire appel, l'appel est suspensif, et on va attendre 3, 5, 10 ans avant qu'il soit définitivement arrêté, parce qu'il a commis des choses qui sont extrêmement graves, ou un patient qui est hyper... procédurier qui porte plainte contre un médecin et il y a autant d'attentes, il n'y a pas de procédure de rapidité, il y a l'appel qui est suspensif, il y a cette opacité où dans les territoires les gens disent mais l'ordre en fait il est plus bloquant qu'autre chose, il me demande tout le temps plein de papiers, il me demande plein de choses. En fait il faut qu'on dépoussière, c'est comme une agence d'État en fait, il faut dépoussiérer, il faut avancer, parce moi j'ai vu de mes yeux des ordres qui bloquent des installations de chirurgiens, de confrères parfois étrangers. Pour quelle raison? Et parfois pour un simple papier. Ou des confrères étrangers parce qu'il y a une suspicion, mais il n'est pas compétent. Non, mais c'est pas parce qu'il est étranger qu'il n'est pas compétent. Je veux dire, il faut arrêter. Donc, il n'y a pas que les Français qui sont bien formés à la médecine. Donc, il y a une espèce de racisme ambiant, de misogynie qui est ouais, moi, j'ai entendu des choses ahurissantes sur les femmes. On entend tout le temps que c'est de la faute des femmes, qu'il y a un problème des médecines en France parce qu'elles travaillent moins, qu'il faut 3 femmes pour remplacer un médecin. C'est faux. On a toutes les données là-dessus. C'est archi faux. Elles travaillent mieux, elles protègent mieux, elles font plus de prévention et elles surconsomment moins quand elles sont médecins généralistes. Donc, il y a un discours qui me gênait et j'avais envie d'apporter un autre discours
Et surtout, je pense qu'on a besoin de l'institution. C'est pas un truc acheté. Il faut la. On l'a pas signalé, mais tu étais le plus jeune à ce moment-là, président du Conseil de l'Ordre. Il y avait d'autres équipes, j'imagine que tu avais d'autres échanges avec d'autres départements, et il y avait d'autres équipes qui étaient dans une même dynamique. En fait, je te dis ça, pardon, de te couper, à Paris, j'avais un tout petit peu suivi les élections parisiennes. Bon, l'Ordre, peut-être à Paris, il a encore aussi sa particularité, mais il y avait des équipes sur ces dynamiques-là, dépoussiérons, mais c'était très difficile d'être élu. Et je sais pas déjà si ton élection a été difficile ou pas, ou finalement vous étiez tellement innovant, ou peut-être il y a aussi moins de concurrence, et donc l'élection, ça s'est bien passé. Mais est-ce qu'il y avait d'autres équipes dans cette dynamique en France, et pourquoi à un moment ça bloque là? Toi t'es cramé, tu peux plus y aller. Y a-t-il d'autres équipes et d'autres ordres dans d'autres départements qui pourraient faire quelque chose? En fait, ça dépend du mode de scrutin. Alors, nous, dans notre département, on est très peu nombreux, il y a très peu de médecins. Ouais. Et en fait, tu te présentes en binôme. Ouais. Et on dit, ça se renouvelle par moitié tous les 3 ans. Et on dit, on va passer 10 binômes. Ouais. S'il y a que 10 binômes qui se présentent, les 10 binômes sont élus. Ouais. S'il y a 12 binômes qui se présentent, mais les 2 derniers, en fait, ils sont suppléants. Ouais. Donc, en fait, en Eure-et-Loire, quand tu te présentes, t'es élu. Ouais, okay. Par contre, après, une fois que t'es élu à l'intérieur de l'ordre, quand tu votes le bureau, il faut réussir à te faire élire président. Ça, c'est du suffrage indirect. C'est un espèce de grands électeurs. Mais accéder à l'ordre, en fait, nous, on cherche du monde parce qu'on n'a pas assez de monde. Par contre, à Paris ou dans les métropoles, c'est des listes. Ouais. Et là, c'est problématique. Parce qu'effectivement, c'est des listes de jeunes ou des listes qui sont tamponnées UFML, tamponnées Médecins pour demain, MPD, qu'on a tous vu là depuis 2-3 ans, tamponnées CSMF, etc. Alors que ça n'a rien à voir à l'ordre. Mais et comme elles sont tamponnées, elles se font la guerre. Et là, c'est les tractations. Ils font une vraie campagne. Nous, on fait pas de campagne. Moi, j'ai envoyé juste une lettre à tout le monde en disant, voilà mon programme. Je vous promets que si je suis élu, il y aura ça, ça, ça. Et je l'ai respecté. En un an, c'était fait. Mais effectivement, comme tu le dis, dans les grandes métropoles, il y a des équipes de jeunes, pour ne citer qu'MPD, par exemple, qui a voulu le faire, mais ils se retrouvent face à ces gens qui tiennent l'ordre depuis des années et qui ont leur liste en place. C'est extrêmement... J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait dans un autre département. Par contre, effectivement, des gens comme toi et que je connaissais d'il y a longtemps, qui ont vu ça à la télé, sur les réseaux, m'ont contacté et m'ont dit, en fait, on veut faire comme toi. Alors j'ai dit, ça va être compliqué parce que moi, c'était un peu particulier le mode, mais par contre, je les ai aidés et donc j'ai des copains qui sont fait élire à Tours, des tout jeunes qui sont fait élire à Tours, donc là où j'ai fait mes études, etc. Et donc, le fait que j'ai été médiatisé et que je sois passé pas mal sur les mainstream, les gens se sont dit, mais on peut avoir 30 ans et en fait être à l'ordre. Mais oui, tout à fait, t'as pas besoin d'avoir une expérience. T'es juste là pour donner de ton temps et il faut apprendre aussi. Il faut comprendre et il faut des années avant de comprendre comment ça marche. Et donc, j'ai pas mal de gens de notre génération qui sont motivés en me voyant. Et donc, j'étais super content. T'as cette culture-là de l'élection. T'étais d'ailleurs vice-président en charge des élections à l'époque de l'ANEMF, il y a 20 ans. Mais du coup, tu te fais élire, même si la campagne, tu dis, elle n'était pas une campagne traditionnelle. T'as jamais hésité à sauter le pas vers la politique? Je l'ai fait. J'ai suivi Emmanuel Macron sur sa première élection. Alors, pas pour les présidentielles. J'aimais beaucoup le personnage. Je m'étais dit, je pense comme beaucoup de gens de notre génération, c'est un vent de fraîcheur, ça, il va apporter plein de choses. Sans voir derrière, en fait, qu'il avait fait l'ENA, qu'il avait fait Polytech et que c'était un produit du système qu'on nous avait vendu en market. Et je plongeais dedans, comme je pense beaucoup de gens. J'ai beaucoup apprécié le début du mandat. Et en fait, il y a eu les municipales pendant le Covid. Donc, j'étais sur la liste LAREM de Chartres. Et j'étais en position éligible. Donc, j'ai fait la campagne. Et donc, c'était ma première campagne politique hors médecine. Donc, les réunions de quartier, aller... donc, moi, je parlais du programme médical avec des gens qui je croyais, parce que c'était des commerçants qui s'étaient présentés, etc. Et une volonté de bousculer l'équipe en place qui est là depuis très, très longtemps, avec un maire qui était anciennement député maire, qui est là depuis 30 ans, etc. Et donc, voilà, on voulait apporter ce vent de fraîcheur et dans le sillon de Macron. Et la campagne s'est super bien passée. Moi, j'étais super content de ce qu'on a fait et j'y croyais vraiment. On revient l'équipe, tu vois. En fait, en le disant, je me rends compte que c'est vraiment le truc d'équipe. Et on se prend une grosse tannée. Parce que c'est des barons locaux, tu connais. Les mecs, ils sont là depuis 30 ans. Ils font 55% au premier tour. C'est-à-dire tu peux mettre qui tu veux en face. Mais ça reste une belle expérience. Et puis après, j'ai continué à avoir des relations avec l'AREM parce qu'on m'a demandé d'intervenir pour des sujets santé, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte, malheureusement, et je suis désolé pour les gens qui vont m'écouter, qu'en fait, c'est exactement la même chose que LR et les autres. C'est-à-dire, c'est un parti qui a été fondé sur les mêmes bases où on fait miroiter un apport
du privé et du badaud, etc., enfin de la société civile, comme on disait à l'époque, alors qu'en fait, derrière, c'est toujours les mêmes castes, c'est toujours la même chose. Et je me suis retrouvé en disant, mais non, mais en fait, vous faites exactement ce que les autres font. Donc, on se sert de toi, on machine, et puis j'ai dit, basta, au revoir. Et puis la suite des événements, on la connaît, Macron, c'est pas le résultat qu'on en attendait forcément. Pour moi, en tout cas, je parle de ma paroisse. Et donc, je me suis juré de ne plus jamais. Alors, je te regarde. Voilà. Non, je n'ai pas de compte en Suisse. C'est exactement pareil. Non, mais vraiment, plus jamais je retombe là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la politique. C'était quand même une bonne expérience. Ouais. Je désespère pas quand même. Je lui ai demandé récemment, en même temps que toi d'ailleurs, à qui? À Thomas Mesnier. Je peux te dire Macron. Non, j'aurais bien aimé, mais Thomas Mesnier, il a été député. Je serais très heureux de partager avec lui son expérience de ce qu'est la vie de l'intérieur, parce qu'il a un parcours un peu similaire au tien aussi, de ce que tu. Mais lui, il est rentré dans le parti, tu vois, il a arrêté d'exercer. Thomas, il n'allait plus à l'hôpital. Ouais. Il avait peut-être gardé un pied symbolique. En tout cas, il est retourné. Politique. Il est retourné. Mais bon, mais c'est intéressant. On partagera avec lui. Et donc, pourquoi finalement, si on revient un tout petit peu au départ, après on parlera de tout le reste, du judo, de Drago, de l'allergo, de ton métier quotidien, mais juste pourquoi tu démarres médecine au départ Qu'est-ce qui te pousse dans ce... On n'a pas parlé de ça, mais pourquoi tu fais médecine? Quand j'étais petit, je voulais être chirurgien et avoir une Ferrari. Ok. Alors, il y en a, ils veulent être cohérent. Non, mais voilà. Donc moi, quand j'étais petit, et donc je prenais des... Donc il n'y avait pas Internet, 1900, je suis né en 84, donc les années 80. Donc je prenais... Alors mes parents n'ont pas fait d'études. Ouais. Donc, c'est pas une histoire familiale? Pas du tout. Et ils n'ont même pas le bac. Okay. Donc moi, je prenais le dico, j'allais aux pages système digestif, etc. Et je faisais des dessins de système digestif. Et j'avais 5-6 ans. Et j'étais passionné par l'anatomie. Okay. Et donc, en fait, toute mon enfance a été construite là-dessus. Et mes parents disaient, plus tard, il sera chirurgien. Et moi, en fait, j'ai jamais eu autre chose. Alors, arrivé au lycée, il y a des gens qui ont commencé à me dire, tu serais pas mal en avocat aussi, ou faire des choses. Il y a des, tu pourrais peut-être... Je disais, non, moi, je vais être chirurgien. Bon, du coup, mais en fait, si tu veux, il n'y a pas eu de réflexion. C'est une imposition. C'est un truc depuis que j'ai l'âge de 3-4 ans. Okay. Très bien. J'arrive en médecine, j'ai mon concours, je fais mes stages. Et quand tu fais tes stages, je veux pas du tout être chirurgien, en fait. C'est un métier qui me plaît pas du tout. Et j'ai pas aimé les stages de chirurgie, ça m'a pas plu. Mais c'est pas grave, parce qu'en médecine, il y a plein de choses à faire. Et puis, je me suis passionné pour le moléculaire, pour la chimie, pour l'immuno. Je donnais des cours au tutorat. Pour les premières années, j'adorais la biochimie, etc. J'ai malheureusement, j'ai une maladie grave, donc j'ai eu un internat compliqué, enfin, un externat compliqué, etc. Et j'ai pas cartonné, j'ai fait médecine G, mais je voulais pas être médecin gériste. Ça, c'était un truc que j'avais pas envie de faire. Et en discutant avec mes profs de la fac, ils m'ont dit, tu ferais pas de l'immuno-allergo? Parce que tu pourrais faire une CAPA, tu pourrais revenir vers nous. Tu as fait beaucoup de médecine interne. J'avais fait médecine interne pendant l'internat et pendant l'externat, etc. Ils m'ont dit, ça te rapprocherait de tout ce que t'aimes, du moléculaire, de l'immuno. J'ai dit, oui, c'est une super bonne idée. Et je me suis lancé corps et âme dans l'allergo. Et c'est vrai que souvent, en venant, je me dis, c'est vrai que j'aurais pu faire d'autres choses parce que quand on me connaît, on se dit, faire un autre truc. C'est pour ça que je posais la question. Mais c'est... et tu t'installes c'est même pas une vocation, en fait. C'était écrit dans le marbre. Tu t'installes à Chartres. C'est intéressant, cette histoire. Effectivement, il y a des gens qui découvrent sur le tard, qui font médecine un peu par hasard et qui découvrent une passion a posteriori. Donc, toi, c'était depuis l'âge de 6 ans. Donc, c'est hyper intéressant. Et finalement, tu t'installes à Chartres alors que tu fais la fac à Tours. Il y a une raison particulière? Tu veux vraiment qu'on aborde ce sujet? Non, je sais pas, mais... Parce que ça vaut son pesant. Alors, allons-y. Alors, il y avait un truc super il y a quelques années. Donc, effectivement, je suis parisien et je suis parti et j'ai fait ma fac à Tours. Ce qui a été déjà compliqué parce que je m'étais construit... Parti à quel âge? À 16 ans. Et en fait, je m'étais construit en me disant que j'allais faire ma fac à Paris. Et en passant devant... Et quand t'es petit, tu sais que tes parents passent. Surtout, tu seras là. Surtout, c'est et du coup, tu pars, ans. Et ça a été compliqué dans ma vie personnelle de partir à Tours. Je fais ma fac là-bas, ça se passe bien. Et moi, j'ai un problème, comme je pense tous les Parisiens, c'est que je ne connais pas la géographie française. Mais quand je te dis que je la connais pas, c'est que je la connais pas du tout. C'est-à-dire, moi, sorti du périph', c'est extrêmement compliqué de placer un département. Je connais pas les chefs-lieux, les machins, les numéros de plaques de matriculation, je les connais pas. Et ma femme, qui est psychologue, elle était spécialisée dans les longues peines et elle travaillait dans un grand centre de détention avec des très longues peines. Elle développait certaines échelles, etc. Elle travaillait à Argentan, qui est dans l'Orne. Je vais bien le préciser. Voilà.
Et donc, j'arrive à la fac et au bout de quelques années, 4e, 5e année, ils lancent les départements, les fameuses bourses, qui marchaient très bien. Donc, si tu donnais 4 ou 5 ans d'installation dans tel ou tel département, on te donnait tant par mois. C'était avant le CESP, parce que l'État ne peut pas s'empêcher d'aller prendre ce que font les gens dans les territoires. Ça marchait très bien. Ils ont arrêté les bourses de territoire. Ils ont fait le CESP. Le CESP, c'est une catastrophe. Et donc, avec un copain originaire de Chartres, que j'avais rencontré à la fac, il me dit « Oh, regarde, l'Eure-et-Loire, ils font une super bourse, on touche tant quand on est externe, on touche tant quand on est interne. » Je regarde, je dis « C'est vachement bien. En plus, tu sais, c'est ça le drame de ces bourses, c'est que t'es étudiant, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Tu sais, on est payé 20 € la garde. Et tu te dis « Mais là, on va me donner de l'argent pendant l'externat. » Moi qui suis issu d'un milieu qui n'a pas fait d'études, je me dis « Mais voilà une occasion de... On travaillait tous et tout ça pendant... » Bah vas-y, on signe. Puis je lui dis, en plus, c'est génial, c'est là où Béné travaille. C'est là où ma femme travaille. On n'était pas encore mariés. Mais... Et donc, à l'époque, c'était externe, là. C'était externe. On n'avait pas Internet, on n'avait pas d'iPhone. Je te parle du 2006, 2007. Il y avait, mais on était moins... on n'avait pas ce réflexe. Et puis, nos iPhones étaient en 3G, je te le rappelle. Il fallait se connecter. Donc, on n'avait pas ce réflexe d'aller chercher... C'était pas aussi développé que maintenant. Et ça devait être en milieu de semaine. On signe, machin, tout ça. Et puis, je vois ma future femme, donc, je sais pas, une semaine après, je vais la voir le week-end, tu vois. Je dis, mais elle me dit ça, je dis, mais attends, j'ai un truc super, tu te rends pas compte, j'ai signé un contrat dans ton département. Ils vont me donner tant par mois pendant que je suis externe et tant par mois pendant que je suis interne. Tu te rends compte? C'est-à-dire, on va pouvoir investir, on va pouvoir acheter une maison, enfin, on va pouvoir faire un crédit, je vais pouvoir me faire un super cabinet, je vais pouvoir acheter du matériel pour mes patients. Elle me dit, mais c'est le département de l'Orne. Je dis, mais tu travailles pas dans l'Orne. Je lui dis, tu travailles en Eure-et-Loire, à Argentan. Elle me fait, ah non, Argentan, c'est dans l'Orne, c'est pas en Eure-et-Loire. Voilà. Donc, et tu l'avais pas prévenu que tu avais signé, c'est dramatique. C'est l'histoire du Parisien qui connaît pas sa géographie. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai qu'une parole, j'ai maintenu le contrat. De toute façon, ces machins-là, si tu les romps, tu rembourses. Donc, j'ai fait mon internat là-bas, je me suis installé, j'y suis toujours. Et je pense avoir fait beaucoup pour le département avec les associations, l'ordre, etc. J'ai rendu largement, je pense, ce qu'on m'a donné. Et ma femme, du coup, est venue en Eure-et-Loire, donc elle a arrêté. Tu vois, l'intérêt de la bourse, il est double, là. Hein. Ils ont gagné une super psychologue. Et elle est venue s'installer, elle a monté son cabinet, et du coup, elle m'a rejoint. Et voilà comment je suis arrivé à Chartres, ce qui n'était absolument pas prévu à la base. C'est une histoire de... Bah écoute, c'est très bien pour les habitants du département. Ils ont un allergologue, ce qui est une denrée très très rare, les allergologues. On sait bien qu'on en a tous besoin. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, avant de commencer, que la société d'allergologie française prenait de l'ampleur et de l'épaisseur. Ça se manifeste comment? Qu'est-ce que tu voulais me dire par là? C'est-à-dire que vous êtes structuré, c'est ça? Vous êtes peu nombreux, mais vous êtes de plus en plus structuré? C'était pas une spécialité avant 2017. Donc en fait, tu faisais soit médecine générale, soit anesthésiste, pneumo, ORL, dermatopédiatre, et tu faisais une CAPA, une capacité. Mais c'était pas une spécialité. Et déjà, quand t'es pas reconnu en tant que spécialité, t'es pas écouté de tes pairs. Donc il y a eu un long combat qui a duré plus de 20 ans pour faire reconnaître l'allergologie comme une spécialité. Et en 2017, la spécialité a été accordée. Donc, qui dit spécialité dit CNP, dit discussion avec les ministères, dit organisme de formation continue, etc. Et puis, la Société savante, elle existe depuis une trentaine d'années. Et en fait, l'allergologie, avant, déjà, la prévalence de la maladie n'était pas énorme. En 1980, c'est 3% d'allergiques. Donc, tu parles d'une prévalence et de choses que tu ne maîtrises pas vraiment. On avait très peu accès au moléculaire, on ne comprenait pas tout sur toutes les réactions, on confondait beaucoup de choses, et on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant. Puis, petit à petit, donc, est arrivé ce qu'on arrive dorénavant à doser, la compréhension qu'on a des mécanismes allergologiques et la structuration de la société, du CNP, des équipes de jeunes aussi, et donc de cet internat maintenant, puisqu'il fait partie de l'internat de médecine interne. La Société savante maintenant, donc la SFA, il y a 17 groupes de travail, tu vois, dont des groupes de travail intercoordonnés avec la SF ORL, la SF Pneumo, la SF Dermato. On a 2 journaux, un journal en langue française et un journal en langue anglaise internationale. Le congrès qu'on organise chaque année en avril à Paris, c'est le 2e plus gros congrès d'allergologie au monde. 3000 personnes. Ça fait rêver de notre spécialité. C'est un congrès européen, mondial? C'est un congrès français, mais on a qui vient tellement le niveau scientifique est là. Donc voilà, on monte en puissance et puis surtout, on a réussi à montrer aux autres, à nos confrères,
que peut-être, effectivement, il y a quelques années, on pouvait nous voir comme des sorciers, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur truc, qu'est-ce qu'ils nous, etc. Maintenant, non. Maintenant, il y a les publics, les choses, on sait ce qu'on fait. On sait ce que c'est que l'asthme allergique, on sait ce que c'est qu'une allergie alimentaire et de l'anaphylaxie, on sait ce que c'est qu'une réaction au produit de contraste ou à un curare, ou etc. Et donc, c'est la science qui nous a amené là, tout simplement. Mais il a fallu derrière que les structures, elles prennent le pas. Parce que si tu n'as que de la publi, mais que derrière, tu n'as aucune structure pour aller parler de ça. Et donc, par exemple, je te donne un exemple, mais l'année dernière, j'ai été invité au congrès de la SFORL en tant qu'orateur pour parler aux ORL au nom de la SFA, de certaines choses. On est invité dans d'autres congrès, etc. Donc, on va prêcher la bonne parole et on va parler aux confrères de tout ce qu'on découvre. On vous a pas invité à l'ASFA? On fait des recos ensemble. Oui, il des recos, mais il y en a une qui vient de sortir il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais. Donc la SFAR et la SFA s'entendent très bien depuis longtemps, parce que même les recos sur l'anaphylaxie qui datent d'il y a 10 ans, elles avaient été faites avec la SFAR aussi. Donc ça, et il y a un groupe de travail partagé. C'est quoi le prérequis de l'internat pour être allergo? Il y a des prérequis de parcours. Les internes d'allergo, ils font quoi? Ils font la maquette comme n'importe quel autre. Donc c'est la maquette qui est mixée avec la médecine interne. Et on les fait passer. Alors tu sais, après ça dépend du coordonnateur de VES. Bien sûr. Tu as des coordonnateurs qui sont plus orientés respi, pneumo ORL. Tu as des coordonnateurs qui sont plus peau, ou qui sont des dermatos, qui font plus d'eczéma de contact, d'urticaire chronique, de biothérapie, puis qui vont faire beaucoup de médicaments. Les dermatos font beaucoup de médicaments. Donc en fait, ça dépend aussi de là où tu prends ton DES. C'est des toutes petites promos. Enfin, je sais que c'est pas des grosses promos, donc assez peu. 32, 32, 25% de prévalence de maladies allergiques. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. On est dans un mur. En relisant. Comment on explique juste tu me parles de 3%, 30%, 30 ans plus tard. Juste, il y a des sous-diagnostics à l'époque aussi. Il y a pas juste beaucoup plus allergiques. Oui, il y a beaucoup d'allergiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des sous-diagnostics à l'époque. Franchement, c'est vraiment l'explosion de la pollution, des changements environnementaux, notre modification alimentaire, notre biotope, notre peau. C'est la dermatite atopique aussi. On a pratiquement 20% des naissances, donc un bébé sur 5 qui naît avec une dermatite atopique, qui n'est pas une maladie allergique, qui est juste une maladie de barrière. Et la peau ne va pas faire son rôle de barrière et tout va passer à travers la peau. Donc les toxiques, les irritants, les pollens et les allergènes. Donc les allergies alimentaires, elles passent par là. C'est de la sensibilisation par voie cutanée. Donc, en fait, plus tu as des gamins qui ont la peau fragile, plus tu augmentes le taux de sensibilisation, plus après tu as de l'allergique. Et puis, surtout, l'exposition à tout un tas de choses auxquelles on ne devrait pas être exposé. Dans l'anaphylaxie au curare, c'est certains produits comme des sirops de l'enfance avec la folcodine, les allergies alimentaires avec des choses qu'on nous importe. Je veux dire, la noix de cajou, l'arachide n'a rien à faire dans notre pays. Tu vois, c'est pas un produit de consommation française. La banane, le kiwi non plus. Tout ça, c'est des modes de consommation qui font que. Donc, en 1980, forcément, il y avait moins de dermatite atopique, il y avait moins de pollution. Et puis, quelque chose qui reste aussi à explorer. Alors, les équipes du nord de l'Europe bossent beaucoup là-dessus et nous, beaucoup moins. C'est tout ce qui se passe dans notre système digestif. Et ça, nous, on a beaucoup de retard. Eux, ils ont déjà commencé à séquencer. Il y a plusieurs années déjà qui séquencent là-dessus. Mais quand on aura vraiment le fin mot de l'histoire sur cette hôte-là, tu vois, intestinale, avec toutes ces bactéries qui sont là, et quel est le rapport entre tout ce monde, toute cette flore et notre système immunitaire, on aura encore plus avancé. Et clairement, il y a une dysrégulation aussi qui est en jeu dans les allergies alimentaires. Et concrètement, en termes d'exercice, donc toi, tu es installé donc en libéral, on l'a bien compris, secteur 1, secteur 2 d'ailleurs? Secteur 1. Concrètement, ça se traduit par des listes d'attente chez toi interminables ou est-ce que les patients sont pris en charge par des médecins généralistes ou sont pris en charge par des non-spécialistes ou d'autres spécialistes? Aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, moi, c'est particulier parce que je suis dans un département qui est un des plus grands déserts de France et j'ai pas de CHU. Donc, si tu prends l'allergologue moyen en France, il va avoir, on a des données du syndicat là-dessus, ils ont entre 3 et 6 mois d'attente, ce qui n'est pas énorme pour un spécialiste. Parce qu'il y a des relais, effectivement, comme tu le dis. Parce qu'il y a des dermatos qui ont des CAPA d'allergo, il y a des ORL qui ont des DU d'allergo et qui vont se débrouiller. Il y a un CHU. Moi, je suis tout seul avec une consoeur. On n'est que 2 pour le département. Dans les autres départements, ils sont une dizaine. On n'a pas d'hôpital, pas de CHU, on n'a rien. On n'a pas de service d'allergo. Donc, on se retrouve à devoir tout gérer. Donc, moi, là, on donne des rendez-vous pour janvier, février. On est en juillet. Donc, j'ai 7-8 mois d'attente. Ce qui est moins qu'au début, parce qu'au début, j'avais 1 an et demi. Mais on a mis en place une organisation. Donc, j'ai embauché avec une assistante, une vraie assistante qui fait du tri au téléphone et qui déjà permet de voir en fait ce qui est allergique de ce qui n'est pas. Parce que le gros problème de l'allergologie en France, je pense que d'autres spécialistes,
c'est ce tri en amont qui n'est pas fait et qui nous pollue. C'est pas un beau terme, mais c'est la réalité, où tu te retrouves à faire parfois 20-30% de tes consults dans la journée. Tu te dis, mais ils n'avaient rien à faire là, les gens. Ouais. Donc l'IA, là-dedans, c'est intéressant. On développe, donc il y a un groupe de travail qui s'appelle le GTSIA, donc e-santé, intelligence artificielle au sein de la SFA. Il y en a d'autres dans Société Savante, où on bosse sur des algorithmes d'IA pour aider les patients en amont de la consultation, qui remplissent, et l'IA va te dire, oui, non, mais en fait, c'est un tel qu'il faut aller voir, c'est pas l'allergo, c'est un tel. Okay. Donc on bosse là-dessus parce qu'on sait qu'en termes de parcours patient, on ira beaucoup mieux et on réduira les délais si les gens viennent pas parce qu'ils ont un bouton là, parce qu'ils ont mal au ventre, etc. Donc c'est là l'enjeu. Ces histoires d'allergie, c'est un vrai problème de santé publique en termes de jours d'arrêt de travail, en termes d'hospitalisation, en termes de coûts, c'est ça pour la société? J'ai du mal à mesurer. En fait, le souci, c'est que quand on dit allergie, les gens l'associent à la polynose. L'allergique, c'est le mec qui a le rhume des foins. C'est pas du tout ça. Effectivement, on a 25% de la population à l'heure actuelle qui a une allergie respiratoire. C'est une personne sur 4. L'allergie respiratoire, effectivement, c'est un fardeau. Parce que une obstruction nasale, c'est quelqu'un qui s'oxygène mal la nuit, qui dort mal. Le lendemain, c'est difficulté de concentration, difficulté de réveil, difficulté d'apprentissage chez les enfants. Troubles de l'apprentissage et de la parole, etc. C'est 2 millions d'euros d'arrêt de travail, la rhinite. Juste la rhinite. Je ne te parle pas de l'asthme. Là, on parle juste du nez. Donc, tu vois les conséquences d'un nez allergique, qui sont catastrophiques. Et la rhinite, c'est le lit de l'asthme. Quand tu as une rhinite, 1 cas sur 2, tu finis asthmatique. Et l'asthme, c'est 1000 morts par an en France. Et c'est les activités sportives qui sont limitées, les nuits qui sont horribles, etc. Et puis, après, donc là, on parle de 25% de la population. On a pratiquement 8% des adultes qui sont asthmatiques et 10% des enfants qui sont asthmatiques. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste, il ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, ils ne sont pas formés à ça. Ils pensent que c'est des laryngites à répétition, c'est une bronchite. Non, en fait, c'est de l'asthme. Et ils ont 1 enfant sur 10 dans leur patientèle qui est asthmatique. Et puis après, les allergies alimentaires, c'est la mort. Parce que si tu es vraiment allergique, particulièrement allergique, et que tu touches à ta cacahuète, l'allergie vraie, l'anaphylaxie, c'est la mort. Les produits de contraste, les produits d'anesthésie, c'est comme ça. La prévalence. Parce qu'on est surexposé, parce qu'il y a des inducteurs comme la folcodine, par exemple, qui font que les gens se sensibilisent et vont créer des anticorps très proches. Et donc, les gamins qui surconsomment du sirop pour la toux, par exemple, vont après faire des chocs sur la table d'opération. On parle de maladies extrêmement graves. L'eczéma de contact, c'est la profession. Donc, nos boulangers, nos maçons, nos agriculteurs, les coiffeuses, tout ça, c'est horrible parce que c'est des gens que tu es obligé de recaler, que tu es obligé de recadrer. C'est des gens qui font ça par passion, ils veulent faire ça depuis tout petit. Et puis, l'allergie, c'est l'exposition qui fait devenir allergique. C'est pas un état prédisposé à être allergique. Donc, et du coup, en termes de prévention, on est un peu limité, non? Parce que si c'est l'exposition... C'est l'ADA, c'est la peau. Il faut protéger la peau des gens. Le plus possible. Et donc, tu vois, tout ça, mis bout à bout, tu as le respi, l'alimentaire, le médicamenteux, le dermato. Tu te rends compte qu'en fait, l'allergie, c'est en train de prendre... Que tu discutes autour de toi, tu entends tout le temps quelqu'un te dire j'ai un truc, et on a 32 internes par an. Donc, c'est à nous de se dire comment on fait pour trier, comment on fait dans nos cabinets, mais ce que les ophtalmos ont fait. Ils ont pris des orthopties, des trucs qui font faire des actes où il n'y a pas besoin d'ophtalmo. Par exemple, moi, je ne fais pas les priques et je ne fais pas le FR. Mon assistante, elle fait tout. Et moi, quand je vois le patient, il est de la place aussi pour... Donc, il faut optimiser le parcours pour se dire, je ne peux pas laisser les gens pendant 1 an attendre. Et pour qu'on comprenne, du coup, vous êtes 2 allergologues, une assistante, pas d'IPA ou... J'aimerais, je suis en recherche, mais le problème, c'est qu'une IPA en Eure-et-Loire, je veux bien que tu m'en trouves une. Ça va être un grand désert, l'IPA. C'est vrai que c'est le début de la diagonale du vide, ou c'est même le... Je pense que dans les 2 ans à venir, c'est le seul moyen pour que je m'en sorte. Ok. Comment Drago, on a parlé un petit peu de Drago. Drago, c'est pas de la prévention, c'est plus du thérapeutique déjà. C'est de l'amélioration du suivi thérapeutique, si j'ai bien compris. Comment vous arrivez à fabriquer une appli? Toi, t'es plutôt du genre à bien aimer coder, ou d'où ça vient cette passion? Moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ah, il y a ça, ouais. Mais alors, le codage, l'ordinateur, moi, j'éteins et je rallume. Quel jeu vidéo? J'ai la PS, donc moi, c'est des jeux. Moi, j'aime l'arcade. Donc, j'aime FIFA. Là, j'ai acheté Tekken 8. Voilà. Donc, ne me parle pas d'Assassin's Creed, tout ça. Non, j'ai essayé Call of, là. C'est une catastrophe. On ne se met pas à ça à 40 ans, ça marche. Donc Drago, en fait, on est en quelle année? C'est 2019, février 2019, il y a un labo
qui nous dit, voilà, il va y avoir un hackathon. Donc déjà, moi, hackathon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça serait bien, est-ce que tu serais porteur de projet pour innover en allergo et trouver un truc? Déjà, expliquez-moi ce que c'est qu'un hackathon. Donc, tu sais, tu es sur ton portable, tu regardes, c'est pour pas perdre la face, tu cherches. Donc, on me dit, tu es enfermé pendant 48 heures avec des geeks et plein de gens et tu essayes de mûrir un projet hyper vite. Au lieu de le faire en 3 ans, tu le fais en 2 jours. Je dis, bon, ok, vas-y. Je dis, je vais pas le faire tout seul. Donc, j'en parle à un pote, 2 potes. Puis, on part dans un délire complet, tu sais, en congrès et on se dit, ouais, les gens, en fait... donc, le problème de la désensibilisation allergénique, c'est que ça se prend 3 ans. C'est hyper long. Il faut le garder 2 minutes sous la langue. En fait, c'est contraignant, c'est lassant, et on n'a que 20% des gens qui arrivent aux 3 ans. C'est-à-dire qu'on perd 80% de nos patients. C'est recommandé par l'OMS, par le GINA, c'est remboursé. C'est le seul traitement curatif des allergies respiratoires, et le truc, il n'est pas pris. Tu te dis, c'est quand même un monde. Voilà un truc qui est recommandé. Remboursé, et on perd 80% de nos patients, alors que ça guérit de l'allergie respiratoire. T'as les gamins qui prennent ça, au bout de 6 mois, ils touchent plus un anti-asthmatique. Tu te dis, c'est quand même dommage. Donc on se dit, ouais, on va faire une tablette qui détecte quand tu passes devant le frigo, qui va te parler, qui va te dire t'as pas pris ton traitement et il devra ouvrir le frigo. Enfin, toi, tu te pars dans des délires. Et on monte ça comme ça, machin. Et après, on revoit nos objectifs à la baisse en se disant, bon, là, on l'a peut-être un peu, machin. Et on attendait ce fameux hackathon qui allait arriver en novembre. Et dans l'été, des gens commencent à nous dire, mais en fait, vous avez une idée, là, elle est ouf. Vous vous êtes protégés? Je dis, mais nous, on n'a pas d'idée. On est juste en train de délirer et on va à un hackathon. Et des gens nous disent, non, en fait, vous avez vraiment une vraie idée. Et donc, en fait, il faut la déposer à l'INPI, il faut que vous montez une société et n'allez pas à un hackathon avec une idée comme ça, parce que là, vous tenez un truc. Qui sont les gens qui te disent ça? Des gens, des PU, des gens du labo, des gens... Et nous, on se dit, oui, mais nous, en fait, on n'y connaît rien. C'est-à-dire, nous, on est médecins, on sort de nos études. Comme tu dis, genre, moi, je n'y connais rien du tout en informatique, et mes potes non plus. Et donc, alors vas-y, on monte une société vite fait. Donc, on met 1000 balles en capital, on monte une société et on attend le hackathon. Et là, effectivement, au hackathon, on se rend compte que, en fait, on tenait un truc, mais sans s'en rendre compte. Et ça part. Et on fait une levée de fonds en love money et on sait même pas ce que c'est. Et on part comme ça et on se met à chercher un avocat, chercher un conseiller en propriété intellectuelle, un CPI pour déposer un brevet. Donc, on a un brevet qui est déposé. On trouve des devs, on fait de l'IA, etc. Et puis, on met un peu plus d'1 an, 1 an et demi à travailler avec les patients, parce qu'en fait, on l'a fait avec les patients. On s'est dit, nous, on a nos idées, mais en fait, on a une espèce d'effet tunnel. On veut que ça soit une appli faite par les patients, pour les patients, qu'elle soit ergonomique de 5 à 77 ans et que ça marche pour eux, parce que c'est eux qui vont l'utiliser. Donc, on a pris des patients, nos devs ont été chez eux. Les devs, ils ont été chez les patients pour voir comment ils prenaient leur traitement, etc. Tu vois, on fait un truc de dingue. C'est de l'UX vraiment... Et au bout d'1 an, on a réussi à sortir cette appli. Content parce qu'elle est gratuite. Il n'y a pas d'achat intégré, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'écran pub. Et c'était vraiment notre cheval de bataille. C'était vraiment de proposer un produit où les gens, que tout le monde puisse l'avoir et que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Et on a notre première publi de preuve de l'efficacité. On reste des scientifiques. Et donc, on vit un peu dans ce monde-là du device, de l'app, tout ça. Et en fait, depuis 5 ans, on voit beaucoup de choses qui sont sur le marché. Mais personne ne se confronte à la science. C'est-à-dire, les types te vendent des produits, tu leur dis, mais ça marche votre truc? Vous avez une preuve? Parce que moi, je suis médecin, je lis des articles tous les jours et j'aime bien avoir une preuve, en fait. Et tu te rends compte qu'en fait, tu as plein de devices, tu as plein de gens, mais non. Et donc là, on a une publi dans un journal international en langue anglaise qui montre qu'effectivement, les gens qui utilisent Drago tiennent plus longtemps et sont plus observants que les gens qui n'ont pas Drago. Et la différence, elle n'est pas significative. On a du plus 15, plus 20%. Donc, ce qui est énorme. Et donc, on est super fiers parce qu'on a abouti à notre projet. Du coup, concrètement, c'est de la gamification, là. À quoi ça consiste au quotidien? En fait, tu mets ton traitement sous la langue et habituellement, pendant 2 minutes, tu es là, t'attends, tu te focalises sur les effets secondaires, c'est de l'allergène. Ça gratte, ça démange. Là, en fait, tu mets le traitement et tu joues à un jeu. Le jeu qui est chronométré 2 minutes. Tu es en réseau avec tous les autres qui ont la même maladie que toi, le même traitement, etc. Des jeux hyper ludiques, c'est du serious gaming, donc c'est en rapport avec l'allergie, mais on a fait aussi du rétro gaming. On a revisité des jeux comme le casse-brique, comme le Tetris, etc., ou plein de choses. Et à la fin des 2 minutes, quand le jeu se termine, il est chronométré à ton traitement, il dit c'est bon, vous pouvez recracher votre traitement. Tu gagnes des points pour monter dans le tableau des scores, et tu as un avatar qui est évolutif en fonction de l'observance. C'est-à-dire, plus tu vas jouer tous les jours, plus ton avatar va évoluer, tu vas pouvoir le customiser et il va grandir avec toi. Tamagotchi, on n'a rien inventé. Mais du coup, le patient, en fait, il a un espèce de processus d'identification
ça marche vachement bien chez les jeunes et ça marche très bien chez les femmes de 30-40 ans. Parce qu'en fait, ils prennent soin de leur petit avatar et en fait, ils savent que plus ils sont sérieux, plus ils prennent leur traitement tous les jours, plus il va grandir et plus ils vont pouvoir. Donc en fait, il y a 2 choses en Drago. Il y a le jeu qui permet de ne pas te focaliser sur tes effets secondaires et qui te permet d'avoir envie. D'améliorer l'adhérence, là. Voilà, et le lendemain de revenir en disant je vais battre mon propre score et je vais battre les autres et je vais monter dans le leaderboard. C'est le principe du gaming, comme n'importe quel gaming. Et de l'autre côté, l'identification à l'avatar. Donc on joue sur ces 2 pôles. C'est quoi le modèle économique du coup si c'est gratuit et qu'il n'y a pas de sponsor et qu'il n'y a pas d'achat Alors on a mis beaucoup de le modèle personnel. Il y a une partie personnelle, En fait, le modèle économique, c'est du sponsoring par les labos. Parce qu'on a dealé avec eux en se disant si les patients sont plus observants, ils sont plus sérieux, vous augmenterez vos ventes. Donc, vous nous sponsorisez l'appli. Nous, on ne cherche pas à faire d'argent. Il n'y a pas de. Donc, il y a plusieurs labos différents. Il y a 4 labos qui nous sponsorisent. Dont 2 qui font de l'immunothérapie. Et le deal, c'était de dire si notre appli marche, vous allez être content parce que les gens vont être plus observants. Mais il n'y a pas de pub dans l'appli. Dans l'appli, il y a juste le nom de 2 labos, mais juste placé comme ça, à un moment quand on t'offre des cristaux pour une récompense. Mais tu n'as pas de page publicitaire, tu n'as pas d'écran, tu n'as pas de splash screen. Et donc, c'est ça le modèle qui arrive forcément au bout d'un moment à son... si ça grossit, vous avez quand même des serveurs, vous avez quand même on est parti, on l'a développé au Luxembourg, en Belgique. Donc l'appli maintenant est sortie de la France. On est en discussion pour qu'elle aille en Allemagne, qu'elle aille dans les pays nordiques, etc. Donc, et là, en fait, on arrive à un moment où il faut qu'on change notre modèle économique parce qu'on va pas pouvoir... si tu veux, là, c'était assez simple parce que c'est de la sphère française, on connaît tout le monde. Et puis on tient les instances, ils nous connaissent, donc c'est facile. Quand tu commences à aller parler à des Allemands, à des Hollandais ou à des Danois, c'est plus pareil. Donc on est en processus là, de réflexion actuellement pour changer le modèle économique. En fait. L'appli restera gratuite parce que l'appli en santé, il faut qu'elle reste gratuite. Par contre, le financement derrière, on est en train de le revoir. Est-ce que ça t'a donné goût à l'entrepreneuriat ? Parce qu'on a parlé beaucoup d'élections. Maintenant, une introduction à l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'était d'ailleurs la première incursion dans ce monde de l'entreprise. C'était la première. C'est violent. C'est violent, en fait. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bienveillance de tout un tas de gens, mais il y a aussi, comme en politique, beaucoup de malveillance. Et autant tu as des gens qui sont là, qui t'accompagnent, qui te bordent, qui sont exceptionnels, et autant tu as des gens qui sont capables de te menacer, de vouloir te faire des procès. Tu te dis, mais moi, je suis juste là pour rendre service et faire une appli pour les patients. Il y a des gens qui te menacent de procès. J'ai rien fait de mal. Enfin, je crois ne pas avoir fait quelque chose de mal, en tout cas. Donc, c'est assez violent. Alors, un des cofondateurs, Eric, Fromentin à Lille, donc qui est à l'Ergo, dit toujours, quand tu achètes une maison et que tu as fini d'acheter ta maison et de faire tes travaux, tu dis, c'est bon, je suis prêt pour la deuxième. En fait, la start-up, c'est pareil. C'est-à-dire, la première, c'est la cata. En gros, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire, on l'a fait. Toutes les bêtises qu'il fallait faire, on les a faites. Mais de bonne foi, toi, pas pour... Et maintenant qu'on a fait ça et que ça marche, on est prêt pour la deuxième. Et c'est je trouve que son analogie avec la maison, c'est vrai. Elle est tellement vraie, c'est tellement ça. Et donc, il y a des pistes ou pas du tout ? Là, à l'heure actuelle, non. Non. Moi, peut-être parfois. Tu te dis, en fait, c'est plus une idée de développer Drago dans d'autres aires thérapeutiques. Parce que ce qu'on fait là, en fait, c'est transposable, par exemple, pour des gens qui sont en hôpital de jour. Des gamins qui vont faire des perfs d'anti-TNF ou d'anticancéreux et qui ont une perf, je sais pas, moi, elle dure 10 minutes. Et ils vont toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en hôpital de jour. Mais en fait, notre appli, elle est prête. On a juste à changer le temps de jeu. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire profiter toute cette cible oncologique et de la maladie inflammatoire. Donc, en fait, les gens... Parce qu'en fait, tu vois, il faut qu'il y ait une durée de traitement. Si c'est juste un comprimé à prendre, Drago ne sert à rien. Drago, c'est quand tu as une durée. Donc, c'est soit de l'ITA, comme nous, soit des perfs. Et en fait, je pense qu'on a quelque chose qui s'ouvre à nous, qui est hyper intéressant. Et on pourrait faire profiter, parce qu'un gamin qui est à l'hôpital tous les mois pour une perf, c'est horrible. Le speed jour et d'être perfusé. Et je me dis que s'il avait un jeu gratuit à jouer et d'être en réseau avec d'autres et d'avoir son petit dragon qui évolue. C'est vrai que le modèle économique, en plus, mais par contre, il marche pas. Le modèle économique, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il va pas plus consommer de chimiothérapie, donc, mais il y a des choses à trouver. Mais en tout cas, pour cette partie-là, l'amélioration de la qualité de vie des patients, c'est... Mais c'est quand même une autre entreprise, parce que du coup, on va avoir d'autres personnes, on va avoir d'autres labos, il faut changer effectivement le modèle. On réfléchit au remboursement. Parce que maintenant qu'on a la preuve de l'efficacité,
on sait qu'on peut aller voir les autorités et se dire, est-ce qu'on rentrerait pas dans un processus de remboursement extrêmement long et compliqué. Qui est extrêmement long et compliqué. Et surtout, quand on voit les PLFSS qui arrivent, on se dit, c'est pas sûr qui nous donne de l'argent. Mais moi, je serais super fier. Si un jour, les médecins ils peuvent prescrire Drago, ou l'oncologue, il dit, bon, écoute, mon gamin, ou l'allergologue, et il met Drago sur une ordonnance. Tout ça, c'est... Ce serait top. C'est une autre aventure, mais dans ton milieu médical. Je pensais, mais c'est un autre sujet. Tu es aussi très investi dans le sport. Et donc, dans le judo, on en a parlé en particulier. C'est ton seul sport, le judo, déjà, avant de commencer à parler de ça à l'heure actuelle, c'est que judo et body. Enfin, j'ai le droit de dire un nom de marque. On n'est pas à la télé. C'est vas-y. L'électrostimulation. Qui est en fait utilisée depuis très longtemps. Ça fait 30 ans que ça existe chez les sportifs de haut niveau. Ça vient de se démocratiser. Maintenant, il y a des salles partout en France. En gros, ils te disent qu'en 20 minutes d'électrostime, tu fais 4 heures de sport. C'est un petit peu surestimé. Mais en tout cas, ça entretient très bien le cardio et ça entretient très bien la masse musculaire sur les temps de repos et sur les jours où tu fais pas du sport. Donc, je fais 2 séances de body par semaine et je fais 2 séances de judo par semaine. Les assos à la fac, les élections à l'internat, le conseil de l'ordre, la société savante, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est très collectif, ça je comprends assez bien. Le judo, je sais pas si c'est un sport collectif. C'est une question qui me passionne, ça. Juste, tu m'as répété là, il y a pas longtemps qu'on a commencé pourtant, mais que tu étais vraiment dans le sport collectif. Moi, je trouve ça très intéressant parce que en médecine, j'ai l'impression que ça se divise en 2 camps. Il y a des gens qui sont très solo, qui ont révisé tout seuls, qui ont performé parce qu'ils étaient dans une démarche solo. Puis il y a ceux qui ont absolument fait des cols avec des potes en équipe, et on travaille toujours en équipe, qui font des spécialités même collectives. Je pense à l'anesthésie, qui est une spécialité très collective en vérité, par exemple. Toi, tu l'as dit là, hein, c'est quelqu'un qui ne vit que par l'équipe. Mais le judo, pour moi, c'est pas forcément un sport collectif, intuitivement. C'est une famille quand même. C'est les hauts gradés, tu sais, les ceintures blanches, rouges, les vieux, etc., qui théorisent et qui réfléchissent. Il y en a beaucoup qui disent le judo est un sport individuel qui se pratique à 2. Parce que tu peux pas faire du judo tout seul. Tu peux faire du tennis tout seul face à un mur. Tu peux faire du foot tout seul. Tu prends une balle, une machine, tu vois. Tu peux faire du baseball tout seul avec un lanceur. Mais du judo, un sport de combat. Tu peux diluer à 2 sports de combat, tu peux élargir. Donc, effectivement, c'est un sport individuel, c'est vrai, parce que tu combats seul, mais tu as besoin d'un partenaire, entre guillemets, pour le faire chuter. Donc, au-delà de ça, le judo, quand tu... Moi, j'ai commencé tout petit à 4 ans, tu vois, donc ça fait... C'est le hasard ou famille de judoka ou c'est le sport des enfants? C'est la japonisation parce que j'étais fan des Tortues Ninja et je voulais faire. Et mes parents voulaient me calmer parce que j'étais très dur. Énergique. Et à l'époque, on disait vous voulez calmer votre enfant, faites-lui faire du judo. C'était un truc dans les années 80. Ce qui est cool. Mais j'ai l'impression que tous les enfants font du judo. Hein. Là maintenant, c'est normal. C'est le meilleur sport du monde. Même à notre époque, on est né dans la même année, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un sport d'enfant, le judo. C'est-à-dire que je connais très peu d'enfants. C'est pas passé par le judo à un moment donné. Alors moi, j'ai fait 2 semaines, mais normalement, tout le monde fait au moins une année de judo. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas très peu d'adultes. Je sais pas, la pyramide des âges, elle est... Oui, bien sûr, on vient de passer la barre des 590 000 cette semaine. Licenciés. Grande fierté. Donc voilà, on rentre dans le top 5. C'est beaucoup, 590 000. Ouais, t'as l'effet Paul-JO, mais t'as surtout la structuration et le fait que là, c'est une belle équipe de France. On sort des JO, on ramène... c'est nous qui... De toute façon, à chaque JO, c'est nous qui ramenons plus de médailles. Puis surtout, on est une fabrique à citoyens. Je veux dire, c'est là où je voulais en venir quand tu me parlais de famille et d'équipe. Le judo, tu rentres dans le dojo et tu rentres dans une famille. Je veux dire, tu es habillé en judogi. Il y a pas de marque, il y a pas de différence, il y a pas de couleur, il y a pas de toi t'es noir, je suis blanc, je suis machin. C'est le judogi. T'es pieds nus, t'es sur le tatami et là t'es avec ton prof. Et en fait, t'es en famille. Pour moi, le judo, quand j'arrive au dojo, c'est ma 2e famille. Et tu me mets dans n'importe quel autre dojo, si c'est pas le mien, je serai quand même dans ma famille. Là, au Japon, on va dans un dojo, tu te reconnais entre judoka et on t'accepte. Et donc, tu vois, tu es toujours dans cet esprit quand même d'équipe. Et puis maintenant, on le voit et on l'a vu au JO, on s'est mis aux équipes mixtes et on a fait vibrer la France et la finale était exceptionnelle et on espère qu'il y en aura d'autres. Et on voit bien que ça prend... Il y a
Ouais, donc c'est pas un sport d'équipe parce qu'on n'est pas tous ensemble à se passer quelque chose pour marquer un point. Mais au final, comme tout autre sport individuel, tu as des coachs autour de toi, tu as des préparateurs mentaux, etc. Mais moi, je le vois vraiment. Le dojo, c'est la maison. Hein. C'est la maison de la voix. Le dojo, ça veut dire la maison de la voix. C'est là où on va t'enseigner la voix. Donc moi, quand j'arrive au dojo, je me sens... c'est mon deuxième chez moi et c'est là. Moi, ce que j'aime, c'est là. Ce qui me manque le plus quand j'y vais pas, c'est rare, parce que j'y vais toutes les semaines, mais par exemple là, l'été, on y va moins, c'est la sensation des pieds sur le tatami. Tu vois. Et là, de revoir tout le monde, etc., c'est... Et t'as jamais interrompu, donc t'as commencé à 4 ans, peut-être un petit peu pendant les études de médecine, ça a été peut-être interrompu maladie, temporairement. Et t'as été jusqu'à quel niveau Là, je suis en train de passer mon 3e dan. Ok. Donc ça commence à grimper. C'est raide en plus à 40 ans, parce que c'est beaucoup de... Là, sur le mois d'avril-mai, j'arrive au dojo à 7h le matin, 1h15 de judo, ça cogne quand t'as 40 ans. Puis après, aller consulter toute la journée. Je faisais ça le matin pour aller passer fin mai, début juin, un de mes examens de 3e dan. Okay. Donc en gros, quand tu arrives ceinture noire, t'es premier dan. Et après, 2e dan, 3e dan, là, t'en as de moins en moins. Et c'est que les gens vraiment qui rentrent dans le judo ou qui sont enseignants. Et quand tu montes dans les grades, c'est que t'es enseignant et c'est que t'es tout le temps judo. Il y a très peu de gens qui vont comme ça. Et donc là, déjà, ça me prend du temps, mais c'est passionnant parce que c'est toute ma vie. Et puis, j'ai un dernier examen là que je vais passer fin novembre, début décembre. J'espère l'avoir. Et si je l'ai, j'aurai finalisé mon 3e dan. Ok. Des compétitions complètes, on est obligé d'en faire pour... T'as un petit palmarès Non, alors le problème, c'est que je suis parti de Paris. J'étais à l'ACBB, qui est un des plus grands clubs de France. À Boulogne, on a Sarah Léoni, qui est à l'ACBB actuellement. On a Romain Valédy-Picard, qui vient de faire vice-champion du monde. Et moi, j'étais à l'école du judo, donc je faisais partie de l'équipe qui était surentraînée. J'étais champion de France minime, individuel et équipe. En cadet, j'ai fait une place de 3 en tournoi européen. Voilà. Et puis après, après les études. Et puis après la maladie surtout. Et donc après, on m'a dit, tu montes plus sur un tatami, tu touches plus, tu fais pas de sport de combat ni rien. Et puis j'ai repris quand même après, parce que j'ai dit, la maladie, ça va, mais... Tu peux en parler de la maladie, parce que ça a l'air d'avoir interrompu... c'est une spondylarthrite grave, ankylosante, sous anti-TNF, qui est comme toutes ces maladies-là, c'est atroce. C'est les douleurs, c'est la nuit. Voilà, c'est compliqué. Et théoriquement, t'as pas à chuter, avoir des chocs comme ça. Mais après, quand c'est ta vie, tu dis, moi, je vais bien, je préfère avoir mal et le lendemain... Et le sport, ça c'était une ressource finalement de pouvoir reprendre cet esprit du judo là, tes tatouages aussi, parce qu'on voit tes tatouages qui sortent. C'est quoi ces tatouages là alors on a quoi on a ma tortue ninja avec un peu du Wu-Tang. C'est un petit mash-up parce que j'écoute que du rap. Kenshin. Voilà. On a Son Goku qui est pour moi mon. C'est mon modèle de vie. Son Goku, passion, sur l'altruisme, sur la gentillesse, sur son côté ingénu, sur toutes les valeurs de Son Goku, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. T'as 2 enfants, tu disais. C'est vraiment ça, ils vivent par ça, ils vivent par le judo, et c'est vraiment ce côté... c'est l'altruisme, vraiment. Et puis mon Romain des Bois, avec son pull d'NTM, les mash-up. Après, là, c'est les valeurs du judo, là, c'est des petites choses japonaises. Ça, c'est un dicton de Miyamoto Musashi qui va t'intéresser. C'est mon samouraï préféré. Miyamoto Musashi, c'est un très, très grand samouraï. Et il a dit ne frappe pas pour gagner, frappe après avoir gagné. Voilà. Je pense que tu comprends l'illusion. Il y en a d'autres là, mais là, c'est des femmes. C'est Saori. Si tu te rappelles de Saori, c'est la princesse Athéna dans très bien. Très bien. Et voilà, donc il y a les bras qui sont remplis de tout ça. C'est des dessins animés générationnels. Là, j'ai l'impression qu'ils ont eu leur période de creux, mais qui ressortent. Là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans, mais c'est un renouveau, parce qu'il y a eu un moment où on n'entendait plus trop parler de ces dessins animés. C'est vrai. Il y avait un côté qu'on avait décrit un peu, une sorte d'hyperstimulation, ou parfois, c'était pas la violence en l'occurrence, mais c'était de l'action. C'est ce que Ségolène Royal a dit dans les années 90, il faut arrêter Dragon Ball pour la violence. Exactement. Et tu vois, là, on les a tous revus. Donc, je leur ai acheté l'intégrale Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et en fait, en les regardant, non, je suis désolé, c'est pas du tout violent. Le langage, les constructions de phrases, le vocabulaire, quand tu regardes ces dessins animés-là, tu te dis, quand tu vois maintenant, tu te dis, là, tes enfants, ils entendent même les bandes dessinées, c'était... ils entendent vraiment des phrases construites, avec des mots très intéressants. Tu te dis, tiens, il utilise ce mot-là, il est hyper intéressant. Donc déjà, dans la construction, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de pipi caca, il n'y a rien. Par contre, oui, il y a de la baston, mais
ça reste... Donc, et je trouve que vraiment, Sangoku, sur les valeurs, je pense qu'on peut pas mieux faire. Tu vois, maintenant, il y a les super-héros, etc., les DC, les Marvel. Mais Sangoku, il incarne quelque chose, je trouve. Moi, c'est mon idéal à tendre que je ne serai jamais, mais que j'essaye. Mais c'est impossible de respecter tout ce qu'il arrive à faire. Mais c'est vraiment pour moi le modèle ultime. Donc ça, c'est ça. C'est une ambition ou c'est un appui, toutes ces valeurs-là. Et tes bras, tu les regardes souvent en te disant c'est là où je veux aller, ou ça te donne de la force pour passer les moments difficiles? Non, quand je dévie, ça me rappelle. En fait. Okay. C'est parce que je fais mon autocritique. Hein. Je t'ai parlé tout à l'heure d'ego. Et il y en a eu beaucoup. Et puis maintenant, il y a d'autres traits de caractère qui sont parfois pas beaux. Hein. Tu peux parfois te mettre à mentir et puis tu regardes et tu fais non, mais non. Et en fait, moi, c'est une piqûre. C'est un peu mon ange gardien, le gentil, qui est là sur mon épaule et qui me dit tu te rappelles ce que tu as tatoué là, reviens. Et je me dis bon, allez, non, attends, faut que je change. Et tu vois, mes enfants, je leur dis Sangoku, il ferait ça. Ils me disent ah non, il ferait pas. Je dis alors pourquoi faut pas que tu le fasses. Et moi, c'est ça les tatouages. Tes enfants, tu les as initiés au judo, enfin, tu les as obligés, je sais pas. En tout cas, ils ont attrapé le virus aussi. Ouais. Tu les obligerais à faire de la médecine, ou tu les inciterais à faire de la médecine? Non. Non? Pourquoi? J'aimerais bien qu'ils n'en fassent pas. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Je pense qu'on est à l'aube d'une mutation dont on n'imagine même pas les conséquences avec l'IA. Ouais. Couplée à la désertification qui, à mon sens, ne va pas s'arranger, et le politique qui a toujours le chic pour mettre les doigts là où il ne faut pas et transformer tout ce qu'il ne faut pas. Je pense que les cols blancs, là, on a du souci à se faire dans certaines spécialités et dans certains métiers. Et des métiers où il n'y a pas vraiment d'examen clinique, où tu es surtout sur l'interrogatoire. Parce que nous, l'allergologie, en fait, c'est de l'interrogatoire. Dire les tests, c'est pas besoin d'être allergologue. Mettre une goutte et faire un prick, bon, mon assistante, elle le fait, n'importe qui le fait. Ma plus-value à moi, c'est mon interrogatoire et c'est ce qui se passe là-dedans. C'est-à-dire que quand je vais écouter quelqu'un et quand je vais l'interroger, je vais réussir à comprendre son exposome et à me dire, c'est là le problème, c'est ça, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que ça, maintenant, on te le fait en un quart de seconde avec de l'IA. Et on le fait déjà. Et le pire, c'est que c'est nous qui le construisons, parce que c'est au sein de la SFA qu'on construit. Là, on a fait un partenariat avec PulseLife, par exemple. Ouais, très bien. Voilà. J'ai fait un partenariat avec eux, on fait des algorithmes, etc. En fait, on scie pas la branche sur laquelle on est assis, parce que ça va être mieux. Il y a moins de fautes, il y a moins d'erreurs, il n'y a pas de fatigue. C'est quelque chose qui peut bosser 7 jours sur 7, H24, contrairement à moi. Mais moi, je pense clairement que tu déplaces au défi et au parcours de patient qu'il y a à l'heure actuelle, dans 20 ans, qu'est-ce que vont faire certaines spécialités? Et surtout, là, on voit les PLFSS, on voit l'ambiance de ce qu'on dit sur les médecins, ce dog bashing qu'il y a. On prend quand même hyper cher depuis 3-4 ans. Les études, moi, je trouve qu'elles sont... alors, je ne sais pas si tu as encore beaucoup de relations avec la fac au premier niveau, mais ce que vivent les premières années à l'heure actuelle, pour moi, c'est un scandale d'État. Je veux dire, la réforme du concours, l'oral qui passe, qui est absolument pas subjectif. Nous, on aurait eu ça. Ça aurait été extrêmement compliqué. Il n'y a rien de plus subjectif qu'un oral. C'est hallucinant de faire passer un concours là-dessus. Donc, toutes ces réformes successives, puis les histoires de mineurs, de majeurs, de machins, tout est compliqué. Et donc là, j'ai des enfants de potes, tu vois, qui font médecine, et ils ont vécu, et ils font partie des premiers. Ils ont fini dans les top 3 en P1, en passe, et là, ils sortent de l'internat, ils ont fini, ils prennent ce qu'ils veulent, ils sont dans les premiers. Ils ont vécu 5 ans d'enfer. Et pourtant, c'est des familles de médecins qui sont aguerris, ils disent, mais les réformes sont catastrophiques. Donc en fait, si tu veux, ça me fait peur. L'IA, j'en ai pas peur, j'adore, je bosse dessus, mais je sens qu'il y a la mutation qui arrive à grands pas. Je me dis, mais qu'est-ce que vont faire certains métiers? Même le chirurgien, l'IA va pouvoir prendre un robot, t'as pas de risque d'asepsie, t'as pas de risque de brèche, etc. Par contre, leur dire, tu vois, le monde de demain, peut-être, oui, fais du dev, fais de l'IA, apprends à faire un prompt. T'as des gens à l'heure actuelle juste qui... Est-ce que c'est pas la même problématique? C'est-à-dire que l'IA va faire du dev. Est-ce que l'IA fera le dev? Je sais pas. Mais ou faire du commerce, ou faire de la com, ou faire... on a du mal à savoir où vont être. C'est extrêmement compliqué. Alors après, ils sont petits, donc ils n'ont pas encore d'idée. Moi, je fais le max pour leur apprendre le plus de choses. Ils font beaucoup d'anglais, ils font de l'anglais même en dehors de l'école. Ils ont des cours d'anglais en dehors de l'école. Parce que je pense que quel que soit ton métier plus tard, il faut absolument que tu maîtrises à fond. Et je trouve que l'école française ne prépare pas assez à cet anglais. Mais médecine, j'ai T'es pas sûr. Pas vraiment envie qu'ils...
Et si toi, tu revenais là à 16 ans? Elle est compliquée. Elle est compliquée la question, mais si aujourd'hui tu avais 16 ans. Ou alors non, on peut. En vrai, je vais même te poser cette question qui est encore plus dure, effectivement. C'est si à l'époque, tu pouvais revenir à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que tu ferais de différent? En tout cas, en regardant ton parcours maintenant a posteriori, en te demandant est-ce que tu ferais le même choix, exactement les mêmes choix? Si j'avais professionnel? Ouais, je pense que je le referais parce que tout ce que j'ai fait, ça découle de la médecine, en fait. Ouais. Par le judo. Ouais. Mais tout le reste, donc en fait, et même pas, tu vois, parce que même le judo, c'est à cause de la médecine. Parce qu'il y a 2 ans, quand on est venu me chercher pour me dire est-ce que tu peux prendre la tête du département, donc être président du comité, et donc c'est quand même gérer 40 clubs, 50 enseignants. Et là, depuis novembre, j'ai été élu donc à France Judo, à la fédération, sur les listes de Stéphane Lemis. C'est parce que j'ai ce CV-là. Ouais. Ils sont venus me chercher parce que j'ai fait tout ça. Ce parcours. Parce que dans le département, en fait, ils avaient besoin de mes appuis politiques, de mon réseau, etc. Et de ton expérience. Donc même ce que je fais maintenant dans le judo, c'est grâce à tout ce que j'ai fait en médecine. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est lié en fait. Mais si j'avais 16 ans, je pense que je re-signerais. Je me vois pas faire autre chose en fait. Donc je pense que je re-signerais. Par contre, je dirais sur 2-3 trucs, je dirais tais-toi. Juste tais-toi, apprends à te taire. Et l'ego, je dirais, bah non, c'est bien, en fait, il y a une partie de ta vie où il faut garder l'ego. Ça fait du bien, puis ça peut être au service de quelque chose. Et ce qui est important, c'est de... En fait, j'ai le président actuel de la Société française d'Allergo, donc le professeur Frédéric Bérard, qui est dermatologue, qui est PU de dermato à Lyon. Ouais. Et quand on a pris la Société Savante il y a plus de 3 ans, donc j'étais encore un petit chien fou. Et c'est lui qui m'a beaucoup aidé, en fait. Ouais. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a calmé, il m'a appris. Et on faisait des visios de préparation avant les CA, tu vois. Ouais. Il me disait, bon... Calme-toi. Voilà, faut que tu dis ça comme ça. Là, un tel, quand il va parler, machin. On le fait plus trop maintenant, mais... Et en fait, Frédéric, professeur Bérard, il m'a fait... Et en fait, je crois que c'est lui qui m'a fait perdre mon ego. Et il m'a dit une phrase genre, il m'a dit, tu sais, Julien, moi, j'ai été comme toi jusqu'à 50 ans. Et j'étais insupportable pour tout l'hôpital et pour tout le monde. C'est bien que toi, t'es arrêté à 40 ans. Ouais. Et au final, je pense qu'avec des gens comme ça, qui sont un petit peu plus âgés que nous, tu vois, des espèces de modèles, etc. Et Pascal Desmoulins aussi, l'ancien président, qui est devenu un ami et qui est pour moi, qui est mon modèle aussi en allergologie, qui est pneumologue et qui est chef de l'unité INSERM à Montpellier et qui a fait toute l'allergologie française et européenne. C'est des types, si tu veux, franchement, ma vie, elle serait pas pareille si j'avais pas eu ces gens-là. C'est-à-dire, si j'avais pas croisé Pascal, si j'avais pas croisé Fred et d'autres, je ne serais pas... Ça t'a nuit, tu penses, même dans ta carrière, dans ton parcours? L'ego? Non, pas l'ego, mais t'avais une forme de... Quand on s'est connus, je veux dire, d'énergie, de goût pour le risque. C'est surtout le pas de filtre. C'est ça qui est gênant. Ouais. Parce que en fait, on est dans un monde en médecine et dans l'entreprise et tout ça, où il y a une espèce de... Tu sais, les gens, ils mettent une limite et ils disent, il y a un vocabulaire à avoir, il y a une tenue à avoir. Moi, j'en ai jamais rien eu à faire. Je pense que ça vient aussi de ma famille, que ça vient que je ne suis pas d'une famille bourgeoise, une famille lettrée, et que j'ai pas grandi comme ça. Moi, je suis une famille de roturiers commerçants. Et du coup, j'arrive pas à me sortir de ça. Donc moi, quand j'avais 10 ans, j'étais à Rungis la nuit à 3h du mat à aller acheter du poisson, négocier du poisson avec ma mère pour le restaurant. Donc moi, je suis resté là-dessus. Donc quand je parle à quelqu'un, moi, je suis en mode Rungis à 3h du mat. Tu vois je m'en fous que ça soit le ministre ou que ça soit le... Pour moi, en fait, tout le monde est pareil et j'ai envie de te parler comme ça et j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Parce qu'en fait, je pars du principe que sinon, en fait, la discussion, elle sert à rien. C'est-à-dire, si j'ai pas dit avec les mots que moi, j'ai besoin d'exprimer, et en fait, le problème, c'est qu'en face, quand c'est un préfet, quand c'est un maire, quand c'est un ministre, quand c'est un délégué, etc., ils disent qui c'est ce type, comment il nous parle, comment il se tient. Mais oui, mais en fait, pour moi, la discussion, sinon, elle est stérile. Tu vois, c'est ce... Ouais, je comprends. Et donc, avec le recul, c'est pour ça que je disais tais-toi. Il y a certains moments où j'aurais dû soit adapter un autre mode de communication, soit parler différemment, soit me taire. Mais en même temps, j'aurais pas eu les résultats que j'ai eus, tu vois. Donc, c'est toujours t'insistes sur ton origine sociale. C'est toujours un milieu très bourgeois la médecine. Tu trouves? Complètement. Non, mais c'est une caste. J'ai pas de filtre, donc je le dis. Bien sûr, il y a quelques personnes, effectivement, par ça. Alors, ça tend à changer parce que
ouais, il y a de plus en plus de boursiers, etc. Il y a une féminisation, tout ce que tu veux, mais grossièrement, quand même, quand tu regardes ce qui sort de la fac, je suis désolé, c'est vrai que c'était plus... c'est pas des gens du quartier qui viennent... Non, alors donc non, c'est la médecine, ça reste un milieu bourgeois, et le milieu de la politique aussi, et le milieu de l'entreprise aussi. Et moi, dans le sport, oui, nos dojos sont remplis de jeunes et on fait de l'inclusion, ouais. et on va les chercher, on les aide, on fait même on monte des dojos solidaires à France Judo, et tu vois, on fait du soutien scolaire, etc. Tu vois, on fait plein de choses comme ça. Donc là, oui, dans le sport, tu vas chercher un public, mais dans la médecine et dans la politique et dans le reste... Et donc c'est une force. Il n'y a pas de mixité sociale. C'est une force de. Alors oui, c'est vrai. À Paris, non. Pas d'accord, hein. Non, si, c'est marrant. Ça m'a rappelé. Je t'ai posé la question, mais sans penser à ça initialement, et ça m'a rappelé justement ces premiers Tours de France qu'on faisait avec le bureau de la NEMP. C'est vrai que moi j'étais à la fac à Bobigny, et qu'on avait pas mal de potes à Paris 7 qui étaient Bichat. Qui concentrait une population nord-parisienne qui était relativement mixte. Et c'est vrai que j'avais été très surpris de découvrir que c'était pas la moyenne à partir du moment où on avait commencé à faire le tour de France des universités. Et en plus, on était dans une démarche où c'était des élus étudiants. Donc pour être élu étudiant, souvent quand même, il fallait un petit peu avoir compris un peu des codes, un peu aussi une confiance en soi. Donc, c'était en plus, j'ai peut-être sursélectionné. Et puis après, j'ai découvert effectivement à l'internat où on se mélange entre Parisiens que cette mixité qu'on retrouvait dans certaines facs parisiennes n'était pas la règle. Je sais pas, est-ce que c'est une force peut-être d'être issu d'un milieu qui n'est pas le milieu majoritaire? Est-ce que c'est une force dans ton exercice? Est-ce que c'est une force, ça a été une force? Ouais, je pense forcément, parce qu'on n'est pas élevé de la même façon, on n'a pas les mêmes... Quand tu es issu d'un milieu comme ça, où moi, mes parents, ils m'ont mis au boulot à 10-11 ans, fallait aller travailler au resto, fallait aller travailler le week-end, faire la plonge, etc. Mais tu sauras ce que c'est de travailler, et tu bosses, et les vacances, etc. Et au garage de mon père, à démonter des trucs pour avoir juste un sachet de bonbons. Mais maintenant, je leur dis merci, parce que c'est la valeur travail, parce que c'est comprendre comment le monde y tourne, c'est de fixer un cap, et en fait, après, tu vas tout arracher avec les dents. Alors, bien sûr, ils avaient de l'argent. Bien sûr. Des commerçants, etc. Je ne viens pas d'un milieu pauvre. Je dis juste que je viens d'un milieu qui n'est pas bourgeois et qui n'a pas ces codes-là. Mais ils auraient pu me donner. Ils auraient pu me biberonner. Ils ont fait le choix de ne pas le faire. Ils ont dit non, on va le faire bosser, on va le faire entrer, on va lui faire comprendre. Et quand, à la fac, à Tours, quand on a eu notre concours de première année, moi et quelques potes, on a été hués. Quand ils appelaient les gens un par un en fonction du nombre. Donc le premier, il descendait, et tu descendais il disait je prends médecine, ou je prends dentaire, ou je prends sage-femme, ou kiné. Il y avait ces 4-là à l'époque. Le premier, le deuxième, etc. Quand moi je suis passé, on m'a hué. Ouais, tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi. Parce que je n'étais pas fils de médecin. Et qu'il y avait un groupe, en fait, dont je tairai le nom, qui estimait qu'on n'avait pas à devenir médecin parce qu'on n'était pas fils de médecin. Et eux ne traînaient qu'entre eux. Et c'était la haine pendant 6 ans avec eux, tu vois. On s'est jamais parlé, il y a même eu parfois des échauffourées, on va dire. Et il n'y en avait pas eu dans l'amphi en P1. C'est-à-dire que tu devais bien animer l'amphi en P1. Ouais, c'est peut-être ça aussi qui avait joué. T'étais connu. Oui, je l'ai connu. Et ils acceptaient pas le fait que des fils de non-médecins deviennent médecins. Tu sais, t'as l'impression d'être à Poudlard et qu'on dit t'es un fils de moldu. Tu vois. En fait, c'est ça. J'étais un moldu et j'avais pas à devenir sorcier. Est-ce que comme ça forge, oui. Est-ce que peut-être ça explique une partie de tes motivations liées à l'ego, etc. Est-ce que tu as l'impression d'avoir bouclé une boucle là avec tout ça, puisqu'on en parle depuis plus d'1 heure là maintenant, tout ce parcours bien riche, plutôt épanouissant à mon sens, non? Il y a eu de la médecine, il y a eu des diplômes, il y a eu des responsabilités, il y a eu une réussite entrepreneuriale. C'est quoi la suite? Est-ce que tu es toujours dans une quête de quelque chose, ou c'est juste que là, maintenant, tu profites, tu transmets? Je pense que mon prochain truc, c'est en fait, tu vis toujours avec une idée. Ouais. C'est toujours sur le coup d'après. Ouais. En fait, tu t'embêtes très vite. Un truc, et puis, là, comme mes enfants grandissent, je suis toujours là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec eux maintenant qu'ils grandissent et qu'ils vont être adolescents? Ouais.
Et en fait, je pense que mon gros projet, ma future vie, mon mandat de la SFA va s'arrêter dans 2 ans et je ne pourrai pas le renouveler parce qu'on a... Ouais. Voilà. Le judo, c'est 4 ans et franchement, c'est... Voilà, intense. Ça fait beaucoup, c'est intense, c'est énorme. Drago, voilà, comme je te l'ai dit, il y a un changement, etc. On est en train de... Donc, il y a tout un tas de choses qui s'arrêtent. Donc, en gros, d'ici 4 ans, j'ai tout ça qui va s'arrêter. Il est hors de question qu'il n'y ait plus rien. Parce que s'il n'y a plus rien... on arrête de rouler, en fait, moi, si je fais que mes consultes, ça ne va pas le faire. J'ai pas envie de... Enfin, le cabinet, mais c'est pas un projet, tu vois, mon l'IPA, etc. Mon projet, c'est qu'est-ce que... Encore assez jeune, j'aurai 44 ans, avec des gamins qui auront 13-14 ans, comment je vais pouvoir m'éclater avec eux et tout ce que j'ai appris là, et tout ce que j'ai fait, comment je vais faire ma vie avec eux. Parce que là, ils sont petits et tu peux pas tout faire avec des enfants de 6 et 10 ans. Ouais. Toi, tu peux pas faire tous les sports que tu veux, tu peux pas faire tous les voyages que tu veux, on va en parler. Ouais. Il y a plein de choses que tu peux pas faire. Et comme je te parlais de Sangoku et de toutes les valeurs que j'essaie de leur passer, de toute cette construction, j'ai envie vraiment de les construire en tant que citoyen français et en tant qu'homme et de leur apporter quelque chose. Plus je réfléchis, plus je me dis, mon prochain projet, c'est mes 2 loulous. C'est mes 2 Saiyans. Je les appelle mes Saiyans. Tu vois, comme en Dragon Ball, c'est mes 2 Saiyans. Et je me dis, mon prochain grand projet, c'est ça. C'est comment je vais les construire quand ils vont arriver dans un monde, enfin moi là, qui me fait flipper, les réseaux sociaux, le harcèlement. Je suis très, très anxieux avec les enfants, donc ça me fait peur, l'arrivée au collège, comment ils vont vivre ça, ce monde qui devient hyper violent, on voit tout le temps, tu me dis, tout ce qui se passe. Et je me dis comment je vais réussir à les aider pour qu'ils gardent les valeurs qu'on essaie de leur transmettre, qu'ils soient calmes, qu'ils soient posés, qu'ils aient de l'esprit critique, qu'ils ne tombent pas dans le chat GPT et qu'ils soient acculturés, qu'ils n'aient pas de curiosité intellectuelle, qu'ils aient le goût de la lecture, qu'ils aient le goût du voyage, que j'en fasse 2 bons citoyens qui s'aiment entre eux, qui aiment leur famille, qui aiment le pays, qui ont envie de travailler et qui ont envie, peut-être comme moi, de faire plus tard du bénévolat, de faire de l'associatif, de donner de leur temps. Parce qu'en fait, moi, je suis cramé dans 20 ans. Je veux dire, je ne servirai plus à rien. Tu peux me mettre président de la SFA si tu veux dans 15 ans, mais je ne vais pas servir à grand-chose. C'est les VP qui travailleront. Ouais. Je me dis... Ça va, on n'est pas vieux à 60 ans. 55 ans, ça va. Je sais pas. On est plus vieux. Mais au judo, c'est ce qu'on fait. On enseigne et on transmet. Ouais. Et on fait grandir les gens. Bah là, en fait, je me dis, mon prochain projet, c'est eux. Mais tu vois, j'aimerais faire un truc, pas juste le papa et l'éducation. J'aimerais vraiment construire un vrai truc avec eux. Parce que j'ai pas été là, quand ils étaient petits. Mon fils, le plus grand, quand il avait 3 ans, il voulait plus me voir. J'étais pas là le matin, je partais plus tôt, je rentrais le soir, je le voyais pas. Médecine à fond, etc. Et il y a des moments où il était en opposition totale, il voulait pas voir son père, etc. Donc j'ai essayé avec le deuxième de pas faire ça, d'être là le soir pour les coucher, de prendre du temps avec eux, de pouvoir les emmener au sport, et d'être plus. Mais je dis, aujourd'hui, tu t'organises comment pour le travail? Tu travailles 5 jours, 4 jours? 4. 4 jours. Travail, ça dépend ce que tu entends par travail. Non, en fait, je parle dans le cabinet. Les consultes, 4 jours. Mais le problème, c'est que tous les soirs, c'est les vidéos, c'est les trucs. Il y a le judo parce que j'enseigne. J'ai passé un diplôme d'animateur fédéral et donc je suis enseignant bénévole. Et le mardi, j'enseigne et ça va de 3 à 5 heures sur le tatami. Plus mes entraînements perso pour passer mes danes, plus la formation continue, etc. Et puis tu rajoutes tout l'associatif. Et donc le vendredi, c'est Paris, c'est le truc, etc. Donc 4 jours et de toute façon, l'assistante, elle est aux 35 heures. Ouais. Donc elle n'est pas là. Donc les 5 jours, elle ne les ferait pas, ou alors il y aurait une journée où je serais tout seul. Et là, franchement, tout seul, c'est pas possible. C'est les déserts médicaux, quoi. Ce qui a beaucoup occupé une grande partie, là, c'est vraiment le désert. Et c'est un sujet d'actualité parce que tu vois, tu as les municipales qui arrivent l'année prochaine, tu as les présidentielles et on va recommencer avec le même... Quand même, j'ai sur ce sujet du désert et dans lequel tu te trouves, j'ai quand même envie de penser qu'il y a un bon paquet des médecins qui sortent de l'internat là aujourd'hui, qui auraient tout intérêt à s'installer dans ces endroits-là, qui sont finalement jamais des déserts. En fait, désert, c'est un mauvais mot en vrai. C'est-à-dire que souvent, tu es assez proche d'un grand centre et que, tu le disais, on en parlait, c'est moins d'1 heure porte à porte pour venir de chez toi à Boulogne, et qu'en réalité, c'est pas vraiment des déserts. Ouais. Donc, il y a des patients, il y a des besoins. Il y a la qualité de vie. Il y a la qualité de vie.
On est près des grands centres. Il y a certains peut-être même qui peuvent habiter des grands centres et venir travailler dans des endroits qu'on appelle désertiques. Je suis assez étonné que ce soit pas plus mis en avant. Je vois beaucoup, surtout nous à Paris, de jeunes chefs qui sortent de l'hôpital et qui s'enferment à vouloir travailler en intramuros ou en banlieue limitrophe, quitte à ce que ce soit la bataille avec des confrères pour un nombre de patients qui est restreint. Et donc, il y a parfois des années d'installation, 3, 4, 5 ans, avant d'avoir une patientèle à la hauteur de leurs espérances. Moi, j'ai plutôt envie de dire aux allergologues de te rejoindre, d'aller travailler avec toi, de dire à toutes les spécialités d'aller dans des endroits qui sont proches de tout, mais ils sont juste des articles de médecins. On est en train de retomber dans ce qui s'est passé en 1980. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ce que tu décris là, c'est-à-dire les types qui s'installent et qui attendent le patient, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans certains endroits, c'est dans des endroits limités. Je sais que c'est pas. Mais c'est pas normal. C'est pas un sujet qu'on. Possible. On peut pas entendre qu'il y ait des territoires de la République où on attend 1 an pour avoir un rhumato et que tu as des CCA de rhumato qui sortent de la fac et qui se mettent en plein Paris. Avant qu'il y ait plein de commentaires en disant il dit n'importe quoi et tout, je parle de certaines spécialités chirurgicales en intramuros. Non, mais je suis désolé. Demain, un cardiologue qui s'installe, même en banlieue limitrophe ici, remplit son cabinet tout de suite. Ils pourront le dire s'ils veulent. Moi, j'assume. Oui. C'est la vérité. C'est pas la panacée. Tout le monde ne fait pas ça, je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a quand même une certaine partie qui le font et que c'est hallucinant. Tu te dis, mais tout ça pour être à 10 mètres de chez toi. Donc, je suis contre la coercition. La coercition, ça amènera au départ, au salariat, etc. Et ça sera la catastrophe. Mais je pense qu'en fait, le problème... Alors déjà, je suis d'accord avec toi, le mot désert, moi, j'ai tout fait pour que dans mon département, on arrête de l'utiliser. Je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, il faut qu'on fasse comme une équipe de market qui réfléchit à son produit. Il faut qu'on arrête. Ce mot est trop péjoratif. On n'est pas un désert. Donc, il faut changer le mot. Et arrêtez, je ne veux plus entendre le mot désert dans la presse, dans vos communications, dans vos communiqués de presse, vous arrêtez le mot désert. Et on a d'ailleurs fait des campagnes de pub de l'Eure-et-Loire, justement pour prendre à contre-pied ce désert, qui sont très drôles. Je te les enverrai si tu veux. C'était très marrant ce qu'on avait fait. Et avec la municipalité et tout ça qui avait suivi, donc c'était cool ce qu'on avait fait. Et je pense qu'en fait, le principal problème, c'est la crise du métier. C'est-à-dire qu'on fait toutes ces années d'études, on est passionné, on adore la relation patient, on adore la science, on croit en ce qu'on fait, on a une bonne formation. Et puis quand on arrive au bout, qu'est-ce qu'on a à nous proposer? Mais on a, que tu sois à Chartres, à Senonches, dans le Vercors, ou à Paris, ou à Lyon, ou à Brest, tu as un système qui est à bout de souffle, tu as des gens autour de toi qui sont complètement cramés et qui tiennent plus la route, tu as des hôpitaux qui s'écroulent, tu as un système de remboursement qui n'existe pas. Je veux dire, si tu n'as pas de mutuelle, la Sécu française, moi je sais pas pourquoi on cotise. Les gens quand même à l'heure actuelle cotisent et n'ont pas de médecin traitant. À Chartres, 30% des patients n'ont pas de médecin traitant. C'est un système assurantiel, c'est-à-dire que voilà des gens qui cotisent, qui payent et qui en face n'ont pas le service. C'est-à-dire que l'État n'a pas été capable de leur mettre en face d'eux un médecin. Et pourquoi ces gens-là payent des charges? Et pourquoi leurs patrons payent des charges? Donc, je pense que le problème, c'est le métier lui-même et que tant qu'on verra sous le prisme désert et territoire, on n'y arrivera pas. Parce que le 93, c'est un désert. Le 28, c'est un désert. C'est pas la même chose. Pourquoi les médecins vont pas dans le 93? On se doute. C'est conditions d'exercice qui peuvent être certaines fois difficiles. Etc. Dans le 28, c'est pas pareil. Donc, c'est des problèmes territoriaux. Et surtout, c'est un problème que tenir à l'heure actuelle un cabinet, et tu sais de quoi je parle, vu que tu bosses là-dessus, c'est tenir une entreprise. Et on n'a pas été préparé à ça. Et que tu le montes dans le Vercors, dans le 78, dans le 91 ou dans le 75, tu n'as pas été formaté à ça. Tu n'as pas appris à gérer de la RH, tu n'as pas appris tout ça. Et il faut revoir complètement le logiciel métier. Et les gens viendront. Les gens viendront parce que le Covid, ils ont découvert la campagne, les Parisiens sont venus à Chartres, ils ont dit « Ah, mais c'est super, ces grandes maisons avec, etc. » Donc, ils viendront, mais en fait, le problème, c'est de voir sous le prisme le désert. Mais non, en fait, augmenter le prix de la consulte. MPD, le seul truc qu'ils ont dit de bien il y a 2 ans, ils avaient raison, c'était de mettre la consulte à 50. Tu mets la consulte à 50 et tu vas avoir des hordes de médecins généralistes qui vont s'installer parce qu'ils vont dire « Mon acte est valorisé. » J'ai 9 ans d'études, 10 ans maintenant. C'est des patients polypathologiques. Je ne peux plus les prendre en charge en un quart d'heure comme avant le type en 1980. Mais tu mourrais à 55 ans ton infarctus. Maintenant, à 55 ans, c'est une grippe, un infarct. Tu arrives à l'hôpital, on te pose un stent, 2 jours après, tu sors, tu vas jouer au tennis.
En gros. Et par contre, tous les 3 mois, médecin G, tous les ans, les échos des TSA, l'écho, le machin, le truc. Ouais. Et le médecin G, là-dedans, il doit tout gérer, il doit tout coordonner. Il y a une montagne de... On vous file 30 balles. Ouais. On va te donner 30 €, donc 2 paquets de clopes. Ouais. Pour gérer de la polypathologie cardiovasculaire, les allergies, tu rajoutes l'opération, la prothèse de hanche, la lettre au kiné, le machin. Et ça vaut pas 30 balles. Donc, mets le paquet, mets de l'argent. Et comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont été formés. Ouais. On en forme 9000 par an. Ouais. Ils sont où? Ouais. Ils arrivent. Donc, mais il y en a beaucoup qui arrêtent aussi. Les déserts médicaux, en fait, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui dira les médecins doivent être payés, ben en fait, on n'avancera jamais. Et là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est l'inverse. Il y a des gens qui disent les malades doivent faire des efforts, on doit ceci, on doit cela. Ben, en fait, on va creuser notre tombe. Donc, des débats c'est un débat politique. Peut-être qu'un jour, je recevrai peut-être pas des médecins et des politiques pour essayer de parler de ça, mais c'est un débat compliqué. Si après tout ça, les gens ils ont envie de te contacter, de t'envoyer un message, tu m'as répondu en 12 secondes la dernière fois. Ouais, alors ça, sur LinkedIn, Julien Cotet. Par exemple, ouais. Il y a d'autres. Par mail, mail sur Insta. Alors, sur Insta, il n'y a que des photos de resto. Ah ouais. Grand fan de resto. Ouais. Bah, de par la. Ouais. Donc, moi, je peux pas, moi, les selfies, les machins, je sais pas. J'aime pas me voir, je ne supporte pas de me regarder. Je ne regarderai pas. J'écouterai, mais je ne donc, c'est que des photos des plats que je mange dans les restos. Mais donc, Insta, LinkedIn ou par mail. Et avec plaisir. Et quand on peut aider, on aide les confrères ou même les autres. Ça arrive d'aider des gens qui ont des idées pour des startups, des trucs, et de leur dire, elle est super ton idée, mais par contre, le règlement européen ne va pas te la... On a toujours plein d'idées, tu sais, quand tu veux faire une startup. Et puis après, quand tu cadres, tu fais. Bon, en fait, on n'a pas le droit. C'est l'expérience. En fait, tu n'as pas le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça. Tu fais ta liste, et puis après, le juriste, il dit, va falloir enlever ça. Il n'y a plus de produit. Il n'y a plus de produit. C'est pour ça qu'il faut voir très grand. Exactement. Et après, tailler dans le gras, et puis tu te retrouves avec un truc qui est pas mal. Écoute, j'espère qu'en tout cas, pour Drago, les ambitions vont arriver jusqu'au bout. Je te souhaite une belle continuation dans le judo, dans ton parcours médical. Je te remercie beaucoup d'avoir raconté aussi facilement. D'avoir répondu aux questions, d'avoir raconté aussi facilement ton parcours. Ça m'a fait énormément plaisir de te retrouver. Moi aussi. Et je pense qu'on va continuer cette discussion hors micro. Merci Julien. Salut. Salut.